What's up tout le monde, mon nom est Maxime Ouellet, vous écoutez un tch qui existe. Cette semaine, pendant que j'étais dans le bois, j'en ai profité pour vous faire une vidéo sur les 20 livres qui m'ont le plus marqué cette année. Donc je vous présente tout ça tout de suite après la musique d'intro qui commence live. Yes, livre, c'est un shit qui existe. Si j'ai choisi de m'asseoir dans une cage pour vous parler de la hauteur de Grand Central Station, je me suis assise et j'ai pleuré, c'est parce que c'est un livre qui m'a touché droit au cœur. C'est un livre qui a pas grand chose pour me plaire sur papier. C'est de la poésie en prose, un type de poésie que j'aime pas beaucoup, la poésie en paragraphe. Moi j'aime vraiment quand c'est en vers. Je trouve que l'effet de la prose fait notre cerveau assimile ça comme si c'était un roman, mais ça n'en est pas vraiment un. Il y a le fait aussi que c'est écrit avec des grands mots, ce qui généralement me déplaît un peu parce que j'aime quand c'est accessible, quand c'est simple de compréhension. Ça parle d'amour, qui est un thème qui me plaît pas tant que ça non plus. C'est une traduction de l'anglais au français, donc ça aurait pu très bien être un livre qui s'est perdu dans la traduction. Puis pourtant, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai aimé cette envolée lyrique d'Elizabeth Smart. J'ai trouvé que c'était très bien construit. Puis même si c'est écrit avec des grands mots, ça reste assez accessible. Ça raconte l'histoire vraie d'Elizabeth Smart qui tombe en amour avec un poète, un artiste qu'elle suit depuis longtemps. Elle va vivre chez lui. Puis chez lui et sa femme, en fait, suite à une espèce de correspondance. Puis là, elle tombe vraiment éperdument amoureuse de lui. Il va finir par avoir des enfants de cet homme-là. Donc ça parle de l'adultère. C'est peut-être pour ça justement que le thème de l'amour m'a pas aussi déplu qu'à l'habitude, parce que là c'est un amour qui était non conventionnel, un amour qui était interdit. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai réussi à me réconcilier avec ce thème-là. La poésie en prose sert très bien le propos dans ce cas-là, parce que justement je disais qu'on a tendance à assimiler ça comme si c'était un roman, mais ça nous donne en fait vraiment l'impression que c'en est un qui est construit à l'aide de poésie, parce que vraiment il y a un récit qui est linéaire dans cette histoire-là, même si comme je disais, il y a des grosses explosions, des grosses envolées lyriques, puis que ça atteint vraiment un paroxysme super intense à un certain moment. Ça reste que ça suit un même cours, donc ça, à ce niveau-là, la poésie en prose très bien utilisée. Généralement, les herbes rouges qui font nowadays, c'est pas quelque chose qui me plaît, mais je trouve qu'à l'époque, il y avait vraiment un catalogue qui était intéressant. Puis d'avoir une traduction comme celle-ci, je crois que c'était très judicieux, parce que c'est un excellent livre, donc c'est un bon choix de le traduire en français. Un livre qui est méconnu, je crois, du grand public, puis que pourtant, il y avait eu un grand succès critique à l'époque. Donc je vous le conseille, Elizabeth Smart, à la hauteur de Grand Central Station. Je me suis assise et j'ai pleuré. Jean-Christophe Réel est surtout connu pour sa poésie. On le connaît particulièrement pour ce qu'il fait dans Le Devoir, ou parfois même pour ses recueils de poésie qui sont excellents. Mais il réussit en fait avec ce qu'on respire sur Tatooine, le pari impressionnant de nous intéresser à un quotidien banal, voire ennuyant. Le sien, celui d'un homme atteint de la fibrose cystique. C'est drôle, c'est émouvant. Même s'il se passe rien du début à la fin, on a l'impression, comme il est marqué sur la 4e de couverture, d'avoir des nouvelles d'un vieil ami. Donc c'est écrit vraiment pour qu'on s'attache au protagoniste, ce qui fait que malgré le fait qu'il n'y a rien qui se passe, ben on est intéressé, on veut en savoir plus. Honnêtement, un super bon livre, ça se lit tout seul. J'aurais pu choisir n'importe quel livre de Jean-Philippe Barry-Guerrard, tellement je l'aime. Ça a été une grosse découverte pour moi cette année. J'adore la manière dont il écrit, j'adore les thèmes qu'il aborde, soit celui du pouvoir, de l'amour, de la mort, puis de la manière dont il les aborde, c'est-à-dire toujours en simplicité, mais avec un œil très recherché. C'est la force en fait de Jean-Philippe Barry-Guerrard, c'est que ses romans sont presque des documentaires. Quand il se plonge dans un domaine, il s'y plonge à 100%. J'aime beaucoup l'interfictionnalité qu'il y a également dans ses œuvres
fleuve, on retrouve des personnages de ses précédents romans souvent. Donc ça nous permet de les voir sous un autre regard, ça nous permet de les intégrer puis de tisser une toile en fait entre ces différents livres puis de voir qu'on est dans un même univers. J'aime beaucoup la manière dont Jean-Philippe Barry-Guerrard travaille également, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup de recherches. On a l'impression de lire une œuvre qui est documentaire. Dans le cas d'Haute Démolition, ça parle d'humour. Il a été jusqu'à faire de l'open mic pour vraiment sentir qu'est-ce que les humoristes sentent sur scène. C'est la porte d'entrée parfaite, je crois, pour l'œuvre de Jean-Philippe Barry-Guerrard, mais je vous conseille fortement d'aller vous chercher tous ces livres. Ils auraient pu tous se retrouver dans ce top 20-là. Ils m'ont marqué profondément. Il mange dans leur char, Chronique du troisième lien et de la fin du monde est un peu un extraterrestre littéraire. C'est un essai de Simon-Pierre Baudet. On commence par parler vraiment du troisième lien, de ce qui a amené à ce que ce soit autant omniprésent dans le discours de la Ville de Québec, dans le discours des radios poubelles plus précisément. Puis il se met à nous parler en fait de tout ce qui va mal dans le monde. Fait que ça part du troisième lien, on se met à parler du IKEA, on parle également du milieu littéraire, du milieu universitaire. On parle des problèmes environnementaux. Donc vraiment, ça se garoche un peu partout. Ça pourrait devenir quelque chose qui est un peu lourd. Ça aurait pu facilement être mal fait. Mais dans le cas d'Ils mangent dans leur char, c'est tellement bon, c'est drôle, c'est cynique, ça nous fait sourire, ça nous fait pleurer, ça nous fait rire. Puis même si on se garoche un peu partout, on a l'impression qu'il y a vraiment une cohésion. On comprend ce que Simon-Pierre Baudet veut nous dire, c'est-à-dire que tout ça est interrelié. Donc c'est vraiment un essai littéraire qui m'a plu dans sa forme, qui m'a vraiment surpris en fait, parce que je pensais pas pouvoir lire un livre aussi long sur le troisième lien. Ça m'aurait vite blasé. Il a réussi à me tenir intéressé. Puis les liens qu'il a faits, même si parfois ils nous semblent un peu fragiles, restent très forts. Donc Ils mangent dans leur char, Chronique de fin du monde et Chronique du troisième lien et de la fin du monde. Un excellent essai, un essai qui ressemble à aucun autre essai. Donc je vous le conseille très fortement. Si j'ai choisi d'être dans les airs pour vous parler de ce livre-là, c'est pour faire écho au fond de Demain sera sans rêve. C'est une histoire qui parle de qu'est-ce qui arrive quand l'âme s'élève, qu'est-ce qui arrive quand l'âme quitte notre corps. Dans le cas de Demain sera sans rêve, en fait, c'est l'histoire d'un homme qui décide de se suicider par overdose. Ça se passe pendant le premier chapitre. Puis par la suite, en fait, on est témoin de la vie des gens qui l'entouraient, de leur futur, de leurs aspirations, de leur joie, de leur peine. Puis on se rend compte en fait qu'on regarde tout ça avec les yeux du protagoniste. Donc au moment où est-ce qu'il est en train de se suicider, les derniers instants de sa vie, c'est comme une espèce de gros condensé de tout ce qui va se passer chez les gens qui l'entourent. Donc le fond m'intéresse beaucoup avec Demain sera sans rêve, mais également la forme. Je trouve que c'est vraiment intéressant en fait d'avoir mélangé le côté spirituel dont je viens vous parler avec une forme un peu plus de science-fiction. Si vous lisez le livre, vous allez voir facilement de quoi je parle. Donc je trouve ça super intéressant à ce niveau-là, cette mixitude entre les genres, entre les thèmes également. Mais également, c'est un livre qui est écrit vraiment simplement, c'est épuré, c'est bon. Ça perd jamais de son intensité malgré ce dépouillement-là. Donc Demain sera sans rêve, Jean-Simon Desrochers, un excellent livre paru chez Les Herbes Rouges. Je vous le conseille fortement. Bâton à message de Joséphine Bacon. Honnêtement, j'aurais pu mettre n'importe quel recueil de poésie de Joséphine Bacon dans cette liste-là parce qu'ils m'ont tous marqué. J'ai beaucoup aimé l'économie de mots de Joséphine Bacon. C'est quelque chose que j'ai adopté dans ma plume à moi. Puis je pense que ça me sert beaucoup dans mes écrits les plus récents. Je trouve que c'est super de pouvoir dire plus avec moins de mots. Bâton à message, c'est son premier livre. Puis je trouve que c'est lui qui est le mieux maîtrisé. J'ai adoré les images que Joséphine Bacon emploie. J'ai adoré qu'elle divise ça en sections également, les sections qui ont chacun leur importance. C'est vraiment un recueil de poésie sublime. J'ai particulièrement aimé la section Mouelle. J'en ai parlé
amplement dans la vidéo sur le livre, mais je trouve que ça vaut quand même la peine de le rementionner. C'est de se questionner en fait qu'est-ce qui s'imprègne profondément dans la moelle des peuples autochtones. La moelle, c'est synonyme d'ADN, d'identité parfois imposée, mais elle fait également écho à la moelle du caribou qui sert d'information sur la situation de ce dernier dans les peuples autochtones. Mais il y a également le fait que la moelle, c'est la partie la plus savoureuse, donc c'est ce qui définit notre identité, c'est ce qui a profondément ancré en nous, mais c'est également ce qui nous donne notre goût, notre saveur. C'est cette section-là qui m'avait le plus marqué avec Bâton à message, mais honnêtement, l'ensemble du recueil est excellent. Donc je vous conseille très fortement d'aller lire tous les recueils de Joséphine Bacon, mais plus particulièrement Bâton à message, qui est un recueil sublime. Si vous êtes comme moi, d'entendre les mots théâtre et documentaire mis ensemble, probablement que ça vous excite pas plus que ça. Mais si vous êtes comme moi, probablement que vous allez être surpris par J'aime Hydro de Christine Beaulieu. Une pièce de théâtre qui a été acclamée tant par la critique que par le public. C'est disponible en balado, donc si jamais vous voulez pas nécessairement aller vous procurer le livre, c'est intéressant d'aller choisir de l'écouter sur l'application Audio qui l'offre gratuitement. C'est narré par Christine Beaulieu, donc ça rend la chose vraiment beaucoup plus intéressante. Ce qui est super cool avec cette pièce de théâtre-là, c'est que Christine Beaulieu part de rien, elle connaît pas le sujet, comme probablement vous. Et au fil du temps, au fil que la pièce de théâtre avance, que les années de recherche avancent, elle en apprend plus et elle nous en apprend plus également. Ce qui fait qu'on l'accompagne toujours, elle n'est jamais vraiment en position de force par rapport à nous. Tout ce qu'elle apprend, elle nous l'apprend au fur et à mesure. Une pièce de théâtre vraiment intéressante. J'aurais jamais cru pouvoir dire que j'aime le théâtre documentaire, mais vraiment cette pièce-là change complètement mon avis sur ce genre-là. Et c'est un sujet en fait qui est important, je pense, en tant que peuple, de comprendre, de maîtriser, ne serait-ce un tant soit peu. Et c'est ce que Christine Beaulieu nous offre avec J'aime Hydro. Une pièce qui m'a marqué, que j'ai beaucoup aimé, une suggestion pour vous en tant que lecteur, mais surtout en tant que Québécois. Virginie Despentes, c'est un incontournable de la littérature féministe. Elle écrit tellement bien, ses idées, je trouve, qui sont avant-gardistes. Ses livres sont passionnants, les histoires sont intéressantes et Baise-moi ne fait pas exception à la règle. Baise-moi, ça raconte en fait un espèce de Thelma and Louise beaucoup plus trash. Un livre qui, moi, m'a passionné, qui m'a tenu en haleine du début à la fin. Ça fait un petit bout déjà que je l'ai lu, donc je ne me rappelle plus particulièrement l'histoire, mais je sais que c'est un livre qui m'a marqué dans la mesure où est-ce que j'ai été vraiment captivé, j'ai été intéressé, j'ai trouvé que la philosophie de Despentes ressortait très bien dans ce livre-là. Je vous conseille Baise-moi, mais je vous conseille également King Kong Theory, que j'ai pas lu cette année. Je ferai peut-être un segment là, ou un vidéo prochainement des livres que j'ai pas lu dans mon défi littéraire, mais que je vous conseille. King Kong Theory, c'est un essai littéraire qui vaut la peine d'être lu, sincèrement, probablement un de mes essais préférés. Dans le cas de Baise-moi, on est vraiment dans de la fiction, une fiction super bien construite, le style de Despentes est incisif, il nous tient en haleine, donc vraiment Baise-moi, un gros coup de cœur, une suggestion, ça a été dans les livres marquants cette année. Lecture en vélocipède, c'est l'œuvre complète d'Huguette Gaulin. Huguette Gaulin, c'est cette femme québécoise qui a connu un destin tragique, qui s'est immolée devant le Parlement en criant « Vous avez tué la beauté du monde ». V'là way back, c'est un écologiste qui était bien avant le temps. Je pense qu'elle serait découragée, en fait, de voir l'état du monde dans lequel on vit aujourd'hui, mais ça fait de la crise de bonne poésie, par exemple. Lecture en vélocipède, on sent vraiment l'âme torturée d'Huguette Gaulin. C'est une poésie qui est très imagée, très métaphorique. C'est parfois dur de comprendre où est-ce qu'elle nous amène, mais quand on porte attention, c'est très fin comme écriture. Clairement, Huguette Gaulin était une avant-gardiste au moment où est-ce que son premier recueil est sorti. C'était à peu près dans les mêmes temps là, que L'Homme rapaillé de Gaston Miron est sorti.
On est complètement aux opposés en fait de ce que Gaston Miron fait, même si on aborde à peu près les mêmes thèmes. On est dans une plume qui est beaucoup plus onirique, beaucoup plus métaphorique. On est moins dans le trait figuré. Et même si c'est quelque chose qui à la base ne me plaît pas tant que ça, j'ai appris vraiment au fil de cette lecture-là à apprécier la plume du Get Gaulin, une plume que je trouve vraiment très fine et c'est pour cette raison-là que ce livre m'a autant marqué. Il y a des thèmes récurrents comme la féminité, la fécondité, évidemment l'environnement, la consommation, le productivisme. Le vide revient vraiment souvent, mais au-delà de tous les thèmes, c'est vraiment la plume du Get Gaulin qui m'a marqué. Il y a des expressions fortes comme les sociétés séductrices, l'homme-chaise, le canyon des buildings, les rendez-vous smuguleurs. C'est très cryptique, c'est parfois incompréhensible, mais quand ça l'est, c'est si bon. Quand on comprend enfin ce qu'elle nous dit, on a l'impression de faire partie d'un club un peu select. Et c'est pour toutes ces raisons-là que je vous conseille la lecture de Lecture en vélocipède du Get Gaulin. Mais vraiment, là, attendez-vous pas à voir quelque chose qui va vous sauter en pleine face. Je pense que les messages doivent être décryptés. Et c'est ce qui fait de cette poésie-là une poésie qui est un peu ludique, qui est un peu joueur. Donc, pour toutes ces raisons-là, ça m'a marqué énormément. Il y a bien des livres qui m'ont plus plu que La cantatrice chauve d'Eugène Ionesco, mais ça reste que ça a été mon premier gros coup de cœur pendant ce défi littéraire-là. Donc c'est un coup de cœur qui m'a accompagné très longtemps parce que en plus c'est un genre de texte qui me plaît pas tant que ça après ma barre. Je me suis rendu compte en fait que j'étais un grand fan d'absurde grâce à La cantatrice chauve. Par la suite, j'ai lu En attendant Godot que j'ai beaucoup aimé aussi. Probablement que j'ai même plus aimé En attendant Godot que La cantatrice chauve, mais comme je vous dis, pour son positionnement dans mon défi littéraire, parce que c'était une première révélation, c'est le livre qui me marque le plus entre les deux. C'est une pièce de théâtre en fait qui est encore sur la huchette depuis way back, ça l'a jamais arrêté, sauf pendant la COVID. On a toujours eu des représentations de cette pièce-là, et c'est une pièce que moi je trouve très très drôle au niveau de l'oralité surtout. Je vous conseille de le lire à voix haute, là, je pense aux Cascades de Cacade ou un truc dans le genre que j'avais beaucoup aimé. Les dialogues de sourds, je trouve qu'ils sont tellement bien faits. Donc pour vrai, Eugène Ionesco, La cantatrice chauve, pièce de théâtre super intéressante. Je pense que ça va vous faire rire. Si vous n'avez pas un sens de l'humour très pointu, il faut quand même se rappeler que c'est de l'absurde et que c'est du vieil absurde en plus. Mais vieil absurde, ça date de 1950, là, c'est pas du Molière non plus. Mais honnêtement, c'est vraiment une bonne pièce puis je vous la conseille fortement. Les Fées ont soif de Denise Boucher, c'est un incontournable dans le théâtre québécois. C'est un incontournable également dans la littérature féministe au Québec, mais également worldwide, selon moi. J'aime beaucoup cette idée là, de la construction d'une trinité, soit la mère, la vierge et la pute, les trois rôles qu'on attitre aux femmes. C'est une pièce qui est très cinglante, c'est très bien écrit. Denise Boucher réussit à faire passer son message vraiment bien. Puis quand on l'analyse, cette pièce-là, je trouve que c'est une pièce qui gagne encore plus à être connue. Donc Les Fées ont soif, Denise Boucher, je vous le conseille fortement. Je vous conseille d'aller voir toute l'histoire également qui englobe cette pièce de théâtre-là, le scandale que ça l'a fait, les gains de cause que Denise Boucher et son équipe ont eu. Vraiment, c'est un incontournable de l'histoire même culturelle du Québec. Donc, juste pour tout l'englobage, tout le packaging autour de la pièce, je vous la conseille, mais également parce que c'est une pièce qui a une qualité littéraire incroyable. Donc, quand on parle de théâtre au Québec, je pense qu'on n'a pas le choix de parler des Fées ont soif. C'est probablement même la pièce de théâtre québécoise la plus connue. Donc, Denise Boucher, Les Fées ont soif, gros coup de cœur.
si au point où on en est rendu, vous avez écouté aucun de mes vidéos duquel je parle d'Anaïs Erel, pourquoi je meurs tout le temps, allez le faire tout simplement. Vous allez voir pourquoi ça m'a marqué ce livre-là. J'ai pas l'intention là ici de recommencer à en parler en long et en large. En bref, Anaïs Erel nous parle de sa vie d'itinérance. Donc c'est un récit de vie. C'est paru chez Éco-Société. C'est très moderne dans la manière dont c'est écrit et c'est excellent. Donc je vais mettre les liens là, vers les deux vidéos dans lesquelles j'en ai parlé. Je pense que j'en ai même parlé pendant 3. C'est la 4e fois que j'en parle sur ma chaîne YouTube là. Fait que c'est pour ça que je veux pas élaborer plus que ça. Pourquoi je meurs tout le temps. Un gros coup de cœur, probablement comme je l'ai déjà dit, le livre qui m'a le plus marqué cette année. Donc pour toutes ces raisons-là, allez vous chercher ça. Je suis une maudite sagesse d'Anne Capech, le premier livre écrit en Inuiamun. Anne Capech est la première auteure Innu. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit un livre de contes parce qu'on le sait que les peuples autochtones ont une grande tradition de partage oral. C'est quelque chose qu'on ressent beaucoup en fait dans la plume d'Anne Capech, ce partage-là oral. Je l'avais mentionné dans mon vidéo de base, mais il y a un moment où est-ce que Anne Capech dit « Le policier a dit blablabla, blablabla, a dit mon père ». Donc on voit qu'il y a vraiment cette tradition-là de partager, que ce soit les paroles des autres ou juste même la connaissance. Mais c'est assez surprenant en fait. C'est un essai. On sent qu'Anne Capech était très fâchée de l'arrivée des Blancs et avec raison en fait. Donc c'est un essai sur la sédentarisation des peuples nomades, sur l'impact qu'a eu les Blancs sur le territoire. C'est un livre qui est écrit de manière assez cinglante, mais quand même, je pense que il n'y a pas de... On se sent pas attaqué, ou du moins on sent que c'est légitime si on se sent attaqué. C'est un très bon essai, c'est paru chez Mémoire d'Encrier. C'est un incontournable de la littérature autochtone, par conséquent un incontournable de la littérature québécoise. Je vous le conseille très fortement. Good Boy d'Antoine Charbonneau de Merse, c'est un livre que j'ai acheté un peu à reculons. J'aime pas beaucoup le branding. Je trouve que la couverture fait un peu cheap. VLB Éditeur, c'est pas une maison d'édition que je connais tant que ça non plus, mais ça a été une grosse surprise pour moi, ce livre-là. C'est un livre qui est construit brillamment. J'adore la manière dont il est construit. Il y a une phrase au début du livre qui nous paraît tellement insignifiante, puis à la fin du livre, on comprend enfin tout. C'est un livre qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui part de son village natal ou de sa petite ville natale et qui arrive dans une grande ville qui n'est pas nommée, mais on peut supposer que c'est Montréal. Et il s'inscrit sur Grindr, il rencontre des daddies, puis il devient en fait la cible de ces hommes-là. Mais on se rend compte surtout en avançant dans le livre que c'est un livre qui parle de spiritualité, les anges, les démons, la théologie, le paradis, l'enfer. Et c'est pas des thèmes qui généralement me plaisent, mais c'est tellement bien fait dans Good Boy que ça n'a pas le choix d'être dans ma liste de livres qui m'a marqué cette année. Un excellent livre, c'est super bien écrit, mais c'est surtout l'histoire pour moi qui reste marquante parce qu'en soi, la prose d'Antoine Charbonneau de Merse, elle est bonne, mais c'est surtout ses idées qui sont bonnes et la manière dont il les livre. Donc c'est un incontournable pour moi. Si vous êtes un fan de littérature queer, c'est un incontournable de la littérature queer des dernières années. Antoine Charbonneau de Merse, c'est un auteur qui est à surveiller. Il est encore jeune, c'est tôt encore dans sa carrière, mais je pense qu'il n'a pas fini de nous surprendre, puis je pense qu'on va entendre beaucoup parler de lui dans les prochaines années. Gabriel Kunz, nos photosynthèses. Généralement, je vous dis toujours que quand on lit de la poésie, il faut prendre notre temps. Avec ce livre-là, c'est le contraire. Je trouve qu'il faut se dépêcher. C'est pas un recueil de poésie, c'est une construction poétique. Donc, Gabriel Kunz se fait référence, ses poèmes se font écho. Et j'ai l'impression, en fait, que ça a un gros replay value par rapport à ça, parce que justement, on peut relire le livre et redécouvrir des petits liens qui nous avaient passé entre les doigts. Un livre super intéressant, probablement un de mes recueils préférés ever, et je vous en parle et j'ai le goût d'aller le relire, c'est à ce point là que c'est bon. Donc Gabriel Kunz, Nos photosynthèses, paru chez Poète de Brousse, c'est pour moi un livre qui
transcende ce que la poésie habituelle est. J'ai l'impression que souvent les poètes ont tendance à s'éparpiller un peu, ont tendance à vouloir remplir un recueil justement de poèmes sans que ces poèmes-là aient vraiment un lien les uns avec les autres. Dans le cas de nos photosynthèses, c'est pas le cas du tout. Le prochain livre, je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté à un ami. Il s'agit de Pourquoi Bologne d'Alain Farah. Si ce livre-là m'a autant marqué, c'est parce que il y a une grande mixitude des genres. C'est quelque chose que j'apprécie toujours. Si vous m'écoutez depuis longtemps, vous le savez. J'aime beaucoup le fait qu'Alain Farah a décidé de mélanger récit de vie et science-fiction. C'est deux styles qui vont bizarrement ensemble, mais je pense que dans le cas de Pourquoi Bologne, c'est très bien fait. Alain Farah brise beaucoup le quatrième mur. Il va nous parler en fait du fait que le personnage principal s'appelle Alain Farah. Il est professeur à McGill comme l'auteur. Il nous parle qu'il est en train d'écrire le roman qu'on est en train de lire. Donc tout ça, ça vient instaurer un climat de réalité. Puis là après ça, ça part de tous les côtés. On parle du MK Ultra, on parle de contrôle de la pensée. Il y a beaucoup cet aspect de science-fiction-là. On tombe dans l'irréel, mais parce que c'est bien installé dans un contexte réel avec le nom de l'auteur, son métier, l'endroit où il vit, les réalités, son père, sa mère. Tout ça fait en sorte qu'on a accès vraiment à un livre qui est d'une complexité particulière, puis l'aspect science-fiction devient quasi réel. Ce qui est intéressant avec Alain Farah, c'est également tout ce qui est l'aspect de l'interfictionnalité, parce que il mentionne en fait le premier livre qu'il a écrit, soit Matamor numéro 29 ou numéro 26, et même dans Pourquoi Bologne, il y a le titre de son prochain livre qui est paru récemment, 1000 secrets, 1000 dangers. J'aime beaucoup Alain Farah, j'aime beaucoup sa manière d'écrire. C'est un homme très intelligent et chacun de ses livres valent la peine d'être lu, donc je vous le conseille fortement. J'ai beaucoup aimé Nous sommes tous des sauvages de José Aclin et Joséphine Bacon. Je trouve ça vraiment intéressant, cette idée d'un recueil de poésie à quatre mains, une espèce de dialogue entre Joséphine Bacon, qui est une femme autochtone, et José Aclin, qui est un homme blanc. Donc je trouve que ça vient ouvrir justement un dialogue qui est nécessaire. Puis pour cette raison-là, j'ai trouvé ça bon à prime abord. Mais surtout, j'ai découvert José Aclin qui m'a beaucoup plu. J'aime beaucoup sa poésie. C'est des recueils, c'est des poèmes, pardon, qui ont été écrits chacun un pour un. Donc, c'est-à-dire que José Aclin a ses poèmes, Joséphine Bacon a les siens, à l'exception de deux poèmes, un au début et un à la fin, qui sont écrits en collaboration. C'est pour moi un livre vraiment important. Je trouve qu'on devrait avoir plus de ces livres-là écrits à quatre mains, de ces dialogues qui passent par la culture, par l'art. Pour ces raisons-là, je vous le conseille fortement. Virginie Despentes avait définitivement sa place deux fois dans ma liste de livres les plus marquants. Les Jolies choses, c'est un excellent livre. On reconnaît toutes les qualités littéraires dont j'ai parlé avec Baise-moi, la plume incisive de Despentes, son style propre à elle, mais c'est surtout le fond qui m'intéresse beaucoup. C'est l'histoire de deux sœurs jumelles, Claudine et Pauline, qui ont des personnalités complètement opposées. Il y en a une des deux qui est une belle femme qui fait attention à elle, qui aime le regard de l'homme, tandis que l'autre, elle a un style un peu plus edgy. Elle a moins cette tendance-là à vouloir plaire, au contraire, mais elle a toute qu'une voix et elle veut devenir chanteuse. Elle va usurper l'identité de la première qui est décédée pour avoir en fait le meilleur des deux mondes et peut-être devenir une chanteuse
à succès. Ce qui fonctionne en fait, à l'aide du meilleur ami de sa sœur, elle va devenir une grande pop star. Et ce qui est intéressant avec ce livre-là, c'est que Despentes, par le biais de ces deux sœurs-là, parle de la condition des femmes en général, c'est-à-dire une condition où est-ce qu'on est belle et on se tait, où est-ce qu'on a quelque chose à dire, mais que à cause de notre apparence, on nous écoute pas. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. C'est un livre qui vaut la peine d'être lu et je vous invite à porter attention aux petits détails dans ce livre-là parce que la philosophie de Despentes passe par les petits détails. C'est un livre qui vaut vraiment, vraiment la peine. Je vous le conseille. Je l'ai même honnêtement plus aimé que Baise-moi. J'ai trouvé que le style était peut-être un peu moins cru, un peu moins choquant, mais que la philosophie de Despentes ressort beaucoup plus dans les jolies choses. Le Petit Sauvage d'Alexandre Jardin, c'est un livre qui m'a marqué parce que j'ai adoré la manière dont il est écrit, mais surtout parce que j'ai adoré tout ce qu'Alexandre Jardin se permet dans ce livre-là. J'adore quand les auteurs se permettent de jouer. Dans le cas d'Alexandre Jardin, il se l'est permis sur un méchant temps. Il y a des dessins, il y a des pages noires, des fois pour montrer que c'est houleux dans la vie du personnage, les lignes sont pas droites, il y a carrément des vagues, des bonhommes sourires, des schémas. À la toute fin, là, les dernières pages sont écrites blanc sur noir à la place d'être noir sur blanc. Je trouvais ça super intelligent de faire ça. Puis la forme épouse parfaitement le fond parce qu'en fait, on raconte l'histoire d'un homme adulte qui veut, le temps d'une aventure, redevenir l'enfant qu'il était, retrouver son cœur d'enfant, son identité joueuse. Donc, cette idée-là, justement, que la forme soit autant joueur, vient parfaitement épouser le fond. Puis pour ces raisons-là, je trouve que c'est un livre qui est très, très bien construit. Pour moi, c'est un incontournable de la littérature française. Après, il y a peut-être d'autres livres d'Alexandre Jardin qui sont plus connus puis plus dignes d'intérêt. J'ai pas encore lu Les Gauchers. Il y a plein d'autres livres d'Alexandre Jardin que j'ai pas encore lus. Mais Le Petit Sauvage, je trouve que c'est une belle prémisse à ces livres-là. Ça me donne envie, justement, d'aller m'y plonger. Vraiment, Le Petit Sauvage d'Alexandre Jardin, un incontournable selon moi. Un gros coup de cœur que j'ai eu cette année. The Vagina Monologues, c'est une pièce de théâtre qui a un format un peu particulier. On lit ça, on n'a pas l'impression d'être en train de lire une pièce de théâtre. C'est Eve Ensler qui a interviewé différentes femmes, puis c'est des monologues carrément. Ça vient en sections. Je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est rafraîchissant, c'est court les monologues, puis leurs formats sont différents d'un à l'autre. Donc on n'a pas le temps de se tanner. Et de toute manière, je pense pas qu'on se tannerait parce que le sujet est intéressant. C'est une pièce de théâtre féministe qui est d'une importance capitale. Chaque année, elle est présentée. Il faut que ça soit autorisé par Eve Ensler pour qu'elle soit présentée. Mais n'importe qui pourrait la mettre en scène du moment qu'elle est approuvée par Eve Ensler. Et tous les fonds ramassés, en fait, donc tous les profits vont à des organismes qui viennent en aide aux femmes qui sont victimes de violences. Donc c'est un format qui est super intéressant. C'est l'art mis au profit d'une cause. Donc ça, je trouve ça super cool. Puis honnêtement, c'est une pièce de théâtre qui est vraiment bonne. Comme je vous dis, parce que c'est écrit par différentes personnes, le style change un peu, mais c'est toujours intéressant. Par contre, j'aime mieux vous avertir, il y a des bouts où est-ce que c'est cru, c'est assez difficile comme lecture. C'est pas une lecture super joyeuse, c'est pas une lecture qui va vous laisser rayonnant, mais c'est une lecture qui est importante. Donc, The Vagina Monologues, Eve Ensler, c'est vraiment dans les livres qui m'ont le plus marqué. Ça se trouve dans la liste des 20 livres, mais si j'avais à faire un top 5 des livres les plus marquants de cette année, c'est sûr que The Vagina Monologues serait là. Donc, je vous le conseille fortement. C'est ce qui conclut le vidéo de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Mon nom est Maxime Ouellette. Vous avez écouté un tch qui existe. On se revoit la semaine prochaine. J'ai envie de faire les 10 livres qui m'ont le plus déplu cette année. Je pense que ça pourrait être une vidéo intéressante. Mais en même temps, mon but, c'est jamais de pas vous encourager à lire. C'est plus de vous encourager, justement. Donc, j'ai peur que de faire cette vidéo-là, c'est peut-être un peu négatif pour rien. Mais ça arrive des fois que j'ai envie d'être sensationnaliste, puis je pense qu'il n'y a rien qui vend plus que la haine. Donc on se revoit la semaine prochaine. Merci d'avoir encore été là une fois.
Peace out.